avons souhaité développer la thématique suivante, l'observation psychanalytique selon Esther Bick, un outil précieux pour les futurs psychothérapeutes. Donc, la première question que nous souhaiterions développer, c'est Esther Bick puis Martha Harris ont développé la méthode d'observation du bébé à la Tavistock Clinic à Londres. En quoi cette méthode est-elle un outil précieux pour les futurs psychothérapeutes? Alors bonjour, c'est une vaste question et je pense très importante. Cette méthode, c'est un outil précieux parce qu'elle permet d'approcher la vie émotionnelle du bébé, du petit enfant, le plus possible. Et ça, dans le travail du psychothérapeute, on va voir après de tous les professionnels de l'enfance, c'est quelque chose d'important. Et donc Esther Bick, qui était psychothérapeute et responsable du département de la psychothérapie d'enfants à la Tavistock, a eu l'idée en 1948 plutôt elle s'est dit que ces professionnels qui se destinaient à être psychothérapeutes, ce serait très utile pour eux d'avoir l'expérience directe du contact avec des enfants, des petits-enfants. Et elle s'est dit que une bonne manière de le faire, ce serait de pouvoir les suivre dans leur milieu le plus naturel, c'est-à-dire leur famille, et d'avoir cette opportunité de suivre un petit enfant dans son développement, son grandissement normal. Son idée, c'était que tous ces professionnels puissent approcher le développement d'un enfant pour lequel ça se passe de façon ordinaire. Et donc, ce qu'elle a proposé, c'est que chaque professionnel qui se destine à cette formation puisse être accueilli dans une famille une fois par semaine, pendant 1 heure, et pendant 2 ans, de 0 à 2 ans. Alors, il y a quelque chose peut-être d'important à préciser, c'est qu'il ne s'agit pas de chercher une famille et d'être dans une famille pour bien pointer toutes les étapes du développement. On est loin de tout ça. Il s'agit d'être accueilli par une famille, des parents, qui sont prêts à permettre à des professionnels qui sont intéressés par le développement d'enfants, qui sont prêts à leur permettre de faire cette expérience, d'être au contact d'un tout petit dans son grandissement et dans sa manière de s'ouvrir au monde et de développer ses relations avec les autres. Et il s'agit en fait de venir apprendre de l'enfant. Ça, je trouve que c'est très important de le dire comme ça. Venir apprendre de cet enfant-là, dans cette famille-là, de voir comment ça se passe pour eux. Et quelques années après, Martha Harris a pris la suite d'Esther Bick à la Tavistock Clinic dans les fonctions de responsable de la formation de la psychothérapie d'enfants. Elle, comme Esther Bick, mesurait tout le bénéfice, le bien fondé de cette méthode, cette façon d'aller au contact d'un enfant dans sa famille pour venir apprendre de cet enfant. Et quand elle en a mesuré les effets, elle s'est dit que c'était important de la proposer non seulement aux psychothérapeutes, mais à tous les professionnels de l'enfance, ce qui fait que cette méthode, elle a ouverte à ce moment-là à un public beaucoup plus large de professionnels. Elle l'a aussi étendue, elle a ajouté à l'observation d'un bébé pendant 2 ans, celle d'un jeune enfant entre 2 et 4 ans. Donc au bout de 2 ans, on peut observer un enfant, pas le même, un autre dans une famille ou bien dans une crèche, ou bien au moment de sa socialisation. Et puis elle a ajouté, et ça fait le socle la base, le socle de la formation, et elle a ajouté à ce socle 2 autres volets, un volet qui porte sur l'expérience de terrain de chacun et un volet théorique. Ce qui fait que l'observation du bébé, ce séminaire d'observation bébé, c'est comme ça que ça s'appelait au début, est devenu un cours d'observation, progressivement, voilà, qui est ouvert à tous les professionnels de l'enfance et qui est devenu la base pour tous ceux qui veulent devenir ensuite psychothérapeutes d'enfants. Dans la formation du psychothérapeute, la méthode d'observation du bébé
suppose une présence attentive, suffisamment neutre de l'observateur pour ne pas modifier les interactions et suffisamment engagé psychiquement pour développer sa réceptivité à la vie émotionnelle du bébé. Vous évoquez la capacité négative décrite par Wilfried Biot. Se laisser surprendre, rester avec ce que l'on observe, bien souvent sans comprendre et sans savoir. Pouvons-nous dire que ce travail d'observation contient un potentiel thérapeutique en tant que l'observateur accueille dans sa psyché des fragments de la vie émotionnelle du bébé et tente ensuite de donner du sens à cette expérience? Quand un observateur est accueilli dans une famille pour suivre l'enfant, il n'est pas tenu d'intervenir, ni de participer aux activités, ni de susciter quoi que ce soit. La position qu'il tient, c'est, rejoindre ce que vous disiez, c'est d'être présent, en empathie avec ce qui se passe, mais sans participer aux interactions, mais être bien présent psychiquement. Cette position, c'est une position qui est très délicate et pas simple à tenir. Je dirais que c'est une sorte de mise à l'épreuve. Et on découvre beaucoup de choses de l'enfant, on découvre comment il s'y prend, mais on découvre aussi que de rester présent à ce qui se passe, présent à ce que l'enfant fait passer. Il y a plein d'émotions qui passent dans l'observation. Soit l'enfant est heureux, tout se passe bien, on se sent bien, soit on voit un bébé qui montre du mal-être, on ne comprend pas ce qui se passe, et puis quelquefois le parent qui est là vient ou ne vient pas. Il y a des tas de mouvements qui se passent en soi. On a envie de le prendre, on a envie que le parent soit là plus vite. Enfin, il y a une multitude de choses qui se passent, une multitude de ressentis avec lesquels on se retrouve. Et on est dans cette situation où on doit accueillir tout ça, ne pas s'en couper. Si on s'en coupe, on peut devenir très froid, très raide, et alors ce serait quelque chose qui n'irait pas du tout. Mais on apprend à approcher tout ça et à le garder en soi, sans intervenir. Ça, je pense... Alors, première chose, c'est que tout ce que l'on vit, l'observation du bébé plus qu'on est soi-même, quand on quitte la famille après l'observation, on prend des notes très détaillées. C'était ce que préconisait Sterbick, de prendre des notes très détaillées de ce qui s'est passé pendant l'observation, où on décrit ce qui a imprimé, ce qui reste en soi, du déroulement de l'observation, y compris de ce qu'on a ressenti. Et tout cet ensemble, régulièrement et parallèlement aux séances d'observation hebdomadaires, il y a un séminaire de réflexion qui rassemble plusieurs observateurs. Dans le modèle Tavistock, celui qu'on propose, ce sont des petits groupes de 5, pas plus, et à tour de rôle au sein de ce groupe, un observateur lit les notes détaillées de ses observations, et ensemble, on essaie d'y donner un sens en s'appuyant bien sûr beaucoup sur ce qu'a ressenti l'observateur. Tout ça, c'est voilà, la façon d'essayer de comprendre du sens, métaboliser toute cette expérience émotionnelle interne avec laquelle on quitte la famille chaque semaine. Alors, est-ce que c'est un potentiel thérapeutique? C'est ça que vous dites. Et ô combien? Parce que si on réfléchit à ce qui se passe quand on est là pour tout professionnel de l'enfance, quand on est dans une consultation avec un enfant, des enfants, des parents, ou n'importe quel cadre de travail en groupe, on reçoit un tas de choses. Et cette expérience-là, d'apprendre à rester avec ce qui se passe, sans agir, sans intervenir, permet ou laisse l'espace pour se mettre en pensée de ce qui se passe. Et il y a des tas de relations professionnelles dans lesquelles on est un peu submergé par ce qu'on voit, il y a des pressions que l'on peut ressentir, et toute cette expérience de l'observation, encore une fois, permet d'accueillir tout ça, ou d'apprendre à accueillir tout ça sans se précipiter, et en essayant de voir voilà, quelle pensée émerge. Ça ne veut pas dire qu'il y a une pensée précise et une réponse précise qui va venir à ce qui se passe, mais on va pouvoir être en réflexion sur ce qui se passe, rester en contact avec la famille, avec l'enfant tel qu'il est, tel qu'il se présente.
et non pas être happé par ce qui pourrait être projeté. C'est un peu une position d'humilité aussi. Oui. Oui, le mot humble, je pense, est un mot important. Et je pense que dans ce travail, que ce soit la psychothérapie de l'enfant ou tout le travail que fait un professionnel de l'enfance, oui, cette position-là exige d'être humble, d'accepter de ne pas savoir, d'accepter de ne pas comprendre. C'est ce que vous disiez. Oui, c'est ce que Bion appelait la capacité négative. C'est vite écrit, c'est vite dit, c'est extrêmement difficile à vivre et à tenir cette position-là et en faire quelque chose. Vous évoquiez la relation contenant-contenu modélisée par Wilfried Bion. Le psychisme de la personne qui prend soin du bébé ou de l'enfant est comme le réceptacle pour les émotions de ce dernier. Cette personne maternante prête en quelque sorte son propre appareil psychique, sa propre capacité à imaginer et à penser pour transformer les expériences du bébé. Cette capacité de rêverie ne serait-elle pas une fonction nécessaire de l'environnement pour que l'enfant puisse supporter les séparations? Et comment l'enfant maintient-il dans son monde interne la figure d'un parent sécurisant malgré son absence? Oui, c'est une question importante. Et ici, on en revient au moment où le bébé arrive dans le monde, autour de lui, bien, il quitte l'enveloppe bien chaude et sécurisante du ventre maternel pour se retrouver, Sterby disait, comme un cosmonaute suspendu dans l'espace, bombardé de sensations, de tas de choses, de stimuli qui arrivent de tous côtés. Il ne sait pas d'où ça vient, il ne sait pas ce que ça touche en lui, parce qu'il n'a pas confiance en son corps. Si ça fait mal, il ne sait pas combien de temps ça va durer. Voilà, c'est très, il y a le sentiment, et ça vous disait, de se sentir partir en morceaux. Et ce qui va permettre à l'enfant de se sentir assemblé ou de retrouver quelque chose du contact qu'il pouvait avoir dans le ventre maternel, eh bien c'est les bras maternels, le regard maternel, la voix maternelle qui vont l'entourer, l'envelopper. Et non seulement ça, mais suivant les pleurs, les cris qu'il va avoir, la mère ou la personne qui s'occupe de l'enfant va, comme on l'a dit bien, faire appel à sa capacité de rêverie, mettre en fonction sa pensée pour essayer de décrypter qu'est-ce que c'est que ces pleurs, est-ce que ce sont des pleurs de détresse, des pleurs de faim, des pleurs... Et il y a toute cette fonction qui se met en œuvre, et c'est cet ensemble des bras, du regard, de la voix et de la rêverie qui se mettent en fonction qui vont contenir l'enfant. Et donc Bion parle de la fonction contenant-contenu, la mère opérant comme contenant, le contenu étant tout ce que le bébé exprime. Alors pour en revenir à la formation, à l'observation du bébé, on parlait tout à l'heure de faire l'expérience d'accueillir au plus près tout ce qui vient de l'enfant et de rester avec. Oui, et quand on est dans cette position-là, on développe une capacité à contenir ce qui est exprimé, ce qui émerge. L'enfant a besoin de sentir qu'il a une place dans le psychisme de quelqu'un qui le comprend. On parle de la fonction commandante du parent, pour se sentir en sécurité et pour se rassembler. Ça, c'est l'expérience que fait l'enfant quand il est bien contenu, physiquement ou psychiquement. Et c'est la répétition de cette expérience de se sentir compris dans le psychisme de quelqu'un qui le comprend, qui permet qu'il développe en lui, petit à petit, la représentation qu'il existe des figures secourables. Quand lui est en détresse, il finit par intégrer en lui qu'il y a des figures qui peuvent être là, l'aider et ne pas le laisser partir en morceaux, par exemple, psychiquement parlant. Finalement, ce qu'on souhaiterait savoir, c'est est-ce que la capacité de rêverie maternelle, la capacité que le parent a à penser l'enfant, à imaginer justement ce que vous disiez,
pourquoi il crie, enfin, pourquoi il a mal, pourquoi il pleure, et qu'il essaie de chercher comme ça en lui une réponse. Cette capacité, c'est pas le socle justement pour que l'enfant développe une figure sécurisante à l'intérieur de lui. C'est-à-dire que peut-être que vous évoquez l'enfant sent et ressent que le parent pense à lui. Et du coup, voilà. ça lui permet une séparation. Petit à petit, il l'intègre, et à force de répétition, non seulement il l'intègre, mais dans nos jargon, on appelle ça, on dit il l'intériorise, c'est-à-dire qu'il finit par installer en lui la représentation de quelqu'un qui peut être là. Quand la personne est absente et il n'est pas là, il peut faire appel petit à petit à cette représentation-là en lui. Ça ne fait pas venir la personne, mais il a un appui interne qui l'aide à faire face, qui l'aide à supporter. Voilà. La fonction contenante, on en parle évidemment quand le bébé né arrive à la vie, mais si on peut l'étendre à toutes les situations. Quand un enfant rentre à l'école, c'est sûr que s'il se trouve avec des enseignants qui ont une capacité à prendre la détresse, eh bien, ça peut aider. Maintenant, c'est pas toujours simple quand il y a 25 enfants dans la classe et qu'il y en a beaucoup qui pleurent. Et la capacité de contenance de chacun n'est pas la même. Mais pour un enfant, sentir qu'on peut accueillir dans son psychisme tout ce qui le déborde, voilà, émotionnellement, c'est tout à fait important pour l'aider, lui, à se sentir rassemblé et à se sentir entier, et puis à faire face seul, petit à petit, à la vie dans laquelle il est. Vous évoquez Jeanne qui a presque 3 ans. Elle a subi des séparations à répétition et des violences lorsqu'elle était bébé. Elle développe ensuite des troubles graves de l'endormissement et des défenses inquiétantes de type autistique pour éviter d'être en contact avec le monde extérieur. Ensuite, sa maturation psychique a pu opérer grâce à la répétition d'expériences sécurisantes au sein de sa famille d'accueil et de séances d'observation par une psychomotricienne dans son lieu de vie. Alors, les défenses ont pu s'atténuer, s'assouplir, et elle a pu enfin reprendre contact avec l'environnement et avec l'autre. Néanmoins, l'utilisation de ces défenses peut-elle disparaître? Et le psychisme n'est-il pas plus fortement marqué par la répétition d'expériences de détresse que par la répétition d'expériences maturatives venant dans l'après-coup? C'est important de préciser que cette psychomotricienne, elle a été formée à l'observation du bébé, qu'elle a fait le cours d'observation, et que ce dont on parle là, c'est qu'elle s'appuie sur son expérience d'observation dans le cadre de son travail. Elle va à domicile, dans une attitude d'observation. Et là, dans ce contexte-là, on parle d'observation participante, parce qu'elle n'est plus comme en formation où elle s'imprègne de tout ce qui se passe, mais n'intervient pas. Là, elle n'est pas interventionniste, certainement pas, mais elle est dans une attitude de grande attention et elle peut, par moment, faire un commentaire en voix off. Voilà, la position est différente. Donc, c'est peut-être important de préciser cela. Alors après, à propos des défenses, je me dis que c'est peut-être dans un autre sens qu'on peut présenter les choses, partir du bébé, de l'enfant, toujours, quel que soit le contexte dans lequel il a vécu, et ne jamais passer à côté de évaluer ses ressources. Voilà. Et alors, je refais le lien avec l'observation du bébé. Quand on apprend d'un enfant comment il s'y prend, et puis d'autres bébés, puisque dans le groupe de séminaire on entend parler d'autres bébés, on devient réceptif, sensible à une multitude de choses, de réactions. Et on voit comment un bébé peut réagir face à des moments plus difficiles ou à des épreuves aussi. Et l'important, c'est vraiment cela, parce que les compétences ou les dispositions du bébé ne sont pas toutes les mêmes. Je veux dire par là qu'un enfant qui vit
vit dans un contexte très difficile, ce qui est le cas de Jeanne, peut avoir énormément de ressources qu'il peut déployer ou non. L'important, c'est de pouvoir lui permettre de le déployer. Le contexte de Jeanne a permis qu'elle déploie des ressources qu'elle a et qui lui permettent de faire face. Certains enfants qui arrivent dans la vie dans des conditions qui ne sont pas faciles, comme Jeanne, vont avoir la ressource, si les conditions sont réunies pour qu'ils les déploient, notamment la fonction de contenance et de répit, vont être capables de s'en saisir dès qu'elle leur est proposée. C'est-à-dire que Jeanne, on voit qu'elle peut développer ses ressources dans une famille qui n'est pas la sienne, auprès de la psychothérapeute, et toute personne qui l'approche et qui aura un bon contact avec elle, elle saura en profiter. D'autres enfants n'auront pas cette ressource-là, auront beaucoup plus de mal à prendre ce qu'il leur est proposé. Et y compris des enfants qui grandissent dans une famille où on leur apporte et donne beaucoup. Certains de ces enfants montreront une difficulté à arriver à se nourrir et à prendre tout ce qu'on leur donne. Donc, vraiment, ce qui est important, c'est de bien évaluer les capacités que l'enfant a à se développer et ne pas partir dans l'autre sens. C'est par exemple se dire qu'il grandit dans de telles conditions que forcément il y aura des problèmes. Et là, ça nous renvoie à nos propres projections, à nous en tant que professionnels. Quand on sait qu'un enfant vit dans un contexte difficile, on doit lutter pour se dire mais comment il fait, comment il va se débrouiller. Et de toujours rester vigilant, quel que soit le contexte, à rester attentif à cet enfant-là et à bien évaluer quelles sont ses ressources et comment on peut l'aider à déployer ses ressources. Voilà. Si la maturation psychique de Jeanne se poursuit au cœur de cet espace pour penser son expérience émotionnelle, vous dites que la veilleuse dont elle a besoin pour dormir va être transformée par une veilleuse d'une autre nature, une veilleuse ancrée en elle. La constitution d'une telle veilleuse dans son monde interne, d'une veilleuse interne, ne serait-elle pas le socle de la capacité à prendre soin de soi? Certainement, oui. Plus on développe plus l'enfant, mais c'est toute la vie, plus on développe et on sent qu'on a en soi ce qu'on appelle en termes psychanalytiques de bons objets, comme la veilleuse interne, plus on est à même de faire face à tous les éléments de la vie, en tout cas, à se sentir pour l'enfant en sécurité. Et je parlais plutôt d'intériorisation et je parlais de combien c'est important pour l'enfant et le bébé de sentir qu'il a une place dans le psychisme de quelqu'un qui le comprend. La répétition de cette expérience fait qu'il intériorise en lui ce que on appelle un bon objet en termes psychanalytiques. Et s'il sent ces présences de bons objets, de bons objets en lui, alors il se sent assez solide pour avancer dans la vie. Et là, je fais souvent référence à cette citation de Mélanie Klein, quand l'enfant sent qu'il a ancré en lui un objet solide et sécurisant, il sent en son fort intérieur un bon objet qui aime et qui protège le soi. C'est ce que dit Mélanie Klein. Et elle ajoute, et que le soi peut alors aimer et protéger à son tour. Ça, c'est important. Quand l'enfant sent qu'il a quelque chose de suffisamment bon et solide en lui, c'est là-dessus qu'il peut s'appuyer pour, comme je disais tout à l'heure, avancer dans la vie. Mais non seulement ça, il peut aussi s'ouvrir au monde autour de lui et il peut donner quelque chose de lui. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Mais quand on a reçu, on peut avancer et on peut s'ouvrir à l'extérieur.